La rencontre B2B est ouverte. Messieurs, les intervenants sont à votre disposition pour une table ronde. Vous pouvez poser vos questions et ils vous répondront. Merci. Assalamu alaikum. أيها المشاهدون الكرام نحييكم وبتحية الإسلام جميل السلام عليكم ونحيي يا الأمير المؤمنين صاحب الجلالة ملك محمد السادس ونحيي باسم رئيس الجمهورية السنغال سيدي ماكي سال ووفد سنغالية الرئيس باتي نيا ومعنا الرئيس نائب الممثل البلدية في السنغال منجاي جوب. أنا اسمي بامبا دين. أنا رئيس أقول بالفرنسية Association des jeunes agriculteurs du Sénégal. هنا في المغرب فرحنا جدا لأن نشارك معكم في هذه الحفلة. في المغرب لأن المغرب تلعب دورا مهما لما رجع إلى السنغال نتحدث مع قومنا السباب لأن يهتم بالمقاولة. لأن المقاولة يسيد الاقتصاد. شكرا لكم. أريد أن أتكلم بالعربية قليل. جزاكم الله. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je m'appelle Mandiaye Diop et je suis le premier adjoint au maire de notre commune, la commune de Ndiago, département de Guinguinéo, région de Kaolack, dans la République du Sénégal. Je suis également dans une zone qualifiée chez nous de bassin arachidier. Je vais en venir tout à l'heure pour faire mes propositions par rapport à notre diversité de produits agricoles que nous disposons et qui sont des opportunités pour les investisseurs étrangers, marocains et nos parents ivoiriens. Donc, je voudrais tout au début de nos propos saluer, sous l'autorisation de notre diplomate, le conseiller Michel Pategna, que je salue au passage, qu'il nous passe ses salutations au niveau de notre ambassade ici à Rabat, et saluer les relations très fraternelles, historiquement reconnues entre les peuples frères du Maroc et du Sénégal. Nous sommes très heureux de participer à ces journées qui sont fondamentales pour lancer le développement de l'Afrique. Et certainement dans ce contexte de mondialisation, nous autres, Afrique subsaharienne, nous avons besoin de locomotives. Et certainement le Grand Maghreb, qui est le peuple frère du Maroc, peut jouer ce rôle pour nous aider, nous autres peuples d'Afrique noire, à s'en sortir dans ce contexte très difficile où des phénomènes tels que les changements climatiques, tels que la mondialisation, tels que les crises énergétiques
nos petits États peinent à s'en sortir devant des puissances étrangères qui sont prêtes à nous, comme disent les Ivoiriens, à nous manger. Alors, excusez-moi, mes parents ivoiriens. Donc, nous, chez nous, dans notre collectivité, nous avons le foncier. Tout le monde sait que le Sénégal dispose de plus de 3 millions de terres arables. Donc, quand des investisseurs viennent, c'est sûr qu'ils pourront disposer des terres et faire des exploitations, et surtout dans le domaine agricole. Par exemple, moi qui vous parle, je fais l'agriculture. Et notre zone s'est spécialisée, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans l'exploitation arachidière. Le Sénégal fait partie des premiers pays qui exportent l'arachide, et que l'arachide a des produits dérivés qui participent à la vie de l'homme. Et d'ailleurs, c'est ce que les Chinois ont compris, et ils avaient commencé à envahir le marché sénégalais, à prendre notre arachide. Donc, moi, j'invite les Marocains, j'invite les Africains à venir là-bas. Il y a aussi, dans le domaine hôtelier, dans le domaine de la restauration, certains produits comme le bissap. Le bissap, nous avons des terres. Par exemple, dans ce partenariat win-win, vous pouvez venir, nous avons les terres, on fait beaucoup de bissap, et ensuite on fait la transformation. Il y a aussi les céréales. Les céréales, par exemple, moi, cette année, j'ai produit plus de 3 tonnes de mil. M. Nia connaît ce type de céréales. Les Nigériens, le Nigeria, qui fait partie de la CEDEAO, connaît ce produit. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à partir de ces produits, ce que nous proposons, c'est que vous venez avec vos technologies, avec vos finances, nous on donne la terre, vous vous installez, on peut par exemple mettre en place des centres de formation. On forme les Sénégalais, on fait la transformation et peut-être vous venez vendre ici. Donc ça, je pense que c'est un bon partenariat. Il y a aussi le domaine des transports, il y a aussi le domaine démographique. La moitié de la population sénégalaise, la moitié de nous, notre population en tant que collectivité territoriale est assez jeune. On peut exploiter cette jeunesse, les former et les injecter dans le marché marocain, dans le marché ouest-africain, dans le marché régional et pourquoi pas dans le marché international. Donc bref, pour ne pas être trop long, notre collectivité territoriale est prête à coopérer avec les investisseurs qui sont présents ici à travers des conventions que nous allons signer et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Et notre première ressource là-bas, c'est le foncier. C'est le foncier. Et ce n'est pas pour hasard que je vais peut-être trahir un secret. Il y a certaines entreprises qui commencent à venir par le biais de leur diplomatie. Et certainement, l'objectif visé, c'est économique. Donc, merci. C'est ce que je voudrais proposer sous l'autorisation de notre conseil diplomatique, M. Pategna, que nous ne cessons de féliciter. Nous félicitons aussi le club ainsi que tous les participants. Et voilà, et prions que la prochaine Coupe d'Afrique que nous allons assister dans quelques semaines, que le Sénégal conserve son titre. Merci. Merci, Monsieur Ndiaye. Je reviens vers vous, Monsieur Bamba. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, vous êtes venu, vous avez pris la peine de vous déplacer, de venir jusqu'à chez nous, nous vous en remercions infiniment, mais j'aimerais que vous présentez à l'Assemblée ce que vous attendez de notre pays et ce que peut avoir de vous notre pays.
J'aimerais aussi préciser la région Souss-Massa précisément. أحاول أن أتكلم بالعربية ولكن سأقول لغتنا بالأولفية ترجمة بالفرنسية مسيو مانجاي أو مسيو جوب أقول بالأولفية مباشرة jërëleen jëf dama bëggoon a continuer ci arabe waaye xam naa ne gëj na ma kii léegi damay wax ci wolof li nu Voilà, je suis chargé de traduire ces propos en langue française. Il parle en langue vernaculaire chez nous, Wolof, qui est la langue dominante, en plus de l'arabe. Il remercie la communauté marocaine, particulièrement Madame Lahlou, ainsi que nos autorités diplomatiques présentes ici, Monsieur Excellence Pategnan, ainsi que Monsieur Abdoulaye Diop, ainsi que la délégation ivoirienne. Donc, dans nos traditions hospitalières du Sénégal, on ne peut pas, il dit qu'il ne peut pas parler sans remercier incessamment, vivement Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je suis venu ici principalement pour voir, pour étudier, pour capaciter davantage. Puisque, dit-il, le Maroc est un pays développé, et notamment sur le plan de l'agriculture, et lui, il s'active dans ce domaine. Nous, au Sénégal, nous avons quasiment toutes les ressources. Mais notre agriculture est limitée et n'est pas connectée. Donc, je suis venu pour de l'expérience, pour voir ce que font les Marocains, pour échanger avec vous l'agriculture sénégalaise et celle marocaine, pour que la nôtre avance. C'est la raison pour laquelle je ne veux pas trop m'aventurer, parce que je suis venu et je vais me comporter en tant qu'élève et non en tant qu'enseignant. Parce que j'ai quitté Casa, j'ai transité par Marrakech pour venir ici. Et je ne cessais de sculpter les paysages agricoles et j'ai été fasciné. J'ai vu beaucoup de sortes de choses que je veux exporter dans mon pays, le Sénégal, en tant que président des jeunes agriculteurs du Sénégal. Je veux aussi que les Marocains m'accompagnent, me soutiennent, sous l'autorité de notre diplomate, M. Pategnan, pour qu'on puisse moderniser l'agriculture sénégalaise. Le modèle que nous trouvons ici, si on parvient à le déplacer, délocaliser au Sénégal, on va contribuer à lutter contre l'immigration clandestine. Voilà les motivations de mon déplacement. Le parent ivoirien a dit quelque chose tout à l'heure. Il a dit que le nom l'échappe. Hein? L'expérience qu'il nous a exposée tout à l'heure sur le système agricole ivoirien. Bobu système neex na ma lool te bëgg naa mu indil ñu expérience bi au Sénégal. Je suis convaincu de ce système et je demande à mon frère ivoirien d'exporter ça au Sénégal. Merci beaucoup. Jërë leen jëf, maa ngi leen di sant di leen gërëm. Merci beaucoup.
Merci. Merci, bonsoir. Donc, je me représente. Je suis M. Daniel Nguessan. Je suis M. Daniel Nguessan. Je suis le directeur du KIM. Le KIM, vous entendez, Conseil agricole ivoirien au Maroc. Et donc, nous sommes une entreprise qui fortifie la coopération et les échanges entre le Maroc et les pays subsahariens, en particulier la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut commencer de quelque part. Donc, on privilégie d'abord notre pays, mais nous savons que les pays de la sous-région ont aussi besoin de cette coopération-là. Nous sommes dans la dynamique de la coopération sud-sud. Et donc, dans cette dynamique-là, nous avons beaucoup de choses à proposer au Maroc. Voilà. La Côte d'Ivoire est déjà un pays agricole. C'est vrai que nous avons beaucoup de cultures de rente. Oui, et aussi, nous sommes en train de développer la production vivrière. Et nous savons que le Maroc est vraiment développé sur ce point-là. Et il serait intéressant pour des investisseurs marocains ou des ingénieurs, des agronomes qui aimeraient développer cet aspect-là, de venir en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des terres. Oui, nous avons l'institution AFOR qui propose par exemple des locations de 99 années renouvelables. Voilà. Donc il y a la terre, le climat est bon pour ce type d'agriculture. Voilà. J'ai parlé du maraîcher. Il y a aussi le côté transformation. C'est un côté qui est vraiment essentiel pour la Côte d'Ivoire en ce moment dans son développement, que ce soit les objectifs de développement durable et autres. La Côte d'Ivoire aimerait développer son industrie. Et il y a un appel qui a été lancé par le ministre de l'Agriculture, M. Adjoumani, que je salue au passage. Il a demandé que les investisseurs viennent pour transformer les produits locaux ivoiriens. On en a beaucoup. Vous êtes censé savoir que nous sommes premiers producteurs de cacao, troisième producteur de café, premier producteur de cajou, premier producteur en Afrique d'huile de palme. Bon, si je veux citer, on ne quittera pas ici. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire qui représente quand même 43% du PIB au niveau de l'UEMOA. Donc, vous comprenez que infiltrer la Côte d'Ivoire, c'est toucher en même temps tous ces pays-là. Et sur le plan agricole, il y a beaucoup à faire. Il y a le maïs, par exemple, à développer. Voilà, il y a aussi le manioc. Le manioc qui est une denrée de l'avenir, parce que ça remplace beaucoup de choses, par exemple la farine de pain et autres. Et nous sommes producteurs de manioc. Et le climat est bon, la terre est bonne, sans vraiment beaucoup d'études ou je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais on produit assez de manioc. Donc vous comprenez que vous qui avez déjà une technologie avancée, si vous venez investir grandement dans le manioc, vous ferez non seulement vous permettrez à l'Afrique de pouvoir avoir cette denrée-là, parce qu'on parle de sécurité alimentaire, c'est une denrée de première consommation, donc c'est vraiment important pour l'Afrique. À part ça, je vais parler aussi de l'anacade. L'anacade, vous appelez ici communément noix de cajou. Voilà. Nous sommes premiers producteurs de cajou. Et dans la transformation, il y a beaucoup d'avantages pour tous les investisseurs à l'étranger. Lorsque vous venez, l'État même vous aide, l'État finance. Voilà. Que ce soit dans la construction des usines, que ce soit dans la facilité de l'exportation du produit même que vous transformez. Il y a beaucoup d'avantages et le PNIA, le plan national agricole d'investissement, c'est l'un des objectifs. C'est l'un des objectifs de la Côte d'Ivoire et depuis l'appel de notre ministre de l'Agriculture et aussi le président de la Chambre agricole, c'est ce message-là qu'il nous a demandé de passer. Voilà. Et je sais que le Maroc aujourd'hui est dans une dynamique de coopération sud-sud.
Le Maroc essaie d'entrer dans le marché africain et nous, en tant qu'entreprise qui peut vous accompagner dans cet élan-là, nous sommes ouverts, nous sommes à Rabat. Voilà, vous avez les contacts, on va laisser à Madame Halou et vous pourrez nous contacter à tout moment. Voilà, nous sommes là, on peut vous accompagner dans la création de vos entreprises agricoles là-bas. En tout cas, c'est tout ce qui concerne le volet agricole. Quand je dis agricole, c'est la pêche, c'est l'agriculture, c'est l'halieutique, en tout cas tous les secteurs et dans toutes les chaînes de valeur. Parce que même dans la commercialisation, il y a des marchés. Voilà, il y a beaucoup. Nous sommes un gros consommateur, tout le monde le sait, et donc nous sommes ouverts à toutes ces choses-là. Bon, pour le moment, si d'autres choses viennent encore en tête, Daniel, je pourrais... moi j'aurais une petite précision à vous demander. D'accord. Vous avez parlé de manioc. Oui. Notre pays ne connaît pas forcément le manioc et ce qu'on peut faire avec le manioc. Donc il faudrait leur expliquer Du pain. ce que c'est le manioc et qu'est-ce qu'on peut faire avec le manioc et les bienfaits du manioc. Bon. Ça, c'est d'une part. D'accord. D'autre part, vous avez parlé de ce que le Sénégal, la Côte d'Ivoire peut offrir, la Côte d'Ivoire peut offrir à notre pays. Oui. Et qu'est-ce que vous demandez de notre pays ? Qu'est-ce qu'on fera en échange ? Bon, nous sommes dans une coopération bilatérale. Voilà. Et quand on parle d'échange, nous pouvons, notre pays, vous ouvrir les portes pour toute activité agricole. J'ai parlé de terre. Seulement agricole ? Bon, moi je suis un conseiller agricole. Je ne suis pas dans le BTP, donc je ne vais pas parler de BTP. Donc quand je dis agricole, je n'ai pas dit agriculture. Agricole, ça résume tout en même temps. Voilà. Oui, mais donc, où allons-nous laisser la pêche et les autres métiers ? Non, mais agricole, tout ça fait partie. Non, dans l'agricole, il n'y a pas la pêche. Pourquoi ? Voilà, on peut dire silvo, pastoraux et tout ça. Ben, on dit agricole aujourd'hui, on résume à ça. Tapez sur Google, vous verrez. Voilà. Pour la pêche, Pastoral, c'est avicole. Voilà. Oui, oui. Avicole. Non, avicole, c'est pour les volailles. Ah pardon, c'est la volaille. Oui. Je me suis trompée. Pastoral, voilà. Et donc, quand je dis agricole, je parle de tout en même temps. Et j'ai parlé de... quelqu'un justement dans la volaille qui est dans la salle. Pastoral. Très bien. Okay. Bon, la question, j'étais en train de répondre, mais c'est bon. Ah, d'accord. Okay, non, allez-y, finissez. Oui, non, mais reprenez la question parce qu'on a été, voilà. Ce que oui, vous attendez de l'offre de notre pays, c'est-à-dire qu'est-ce que notre pays peut offrir. Mais oui. Un investisseur, quand il vient chez vous, oui. Qu'est-ce que vous lui donnez comme avantage ? Mais avantage, déjà, je vous ai parlé, par exemple, dans la transformation de cajou. Les avantages sont multiples. Il y a une aide considérable venant de l'État. Non. Mais vous voulez parler de quel avantage ? C'est-à-dire, vous exportez chez nous les avantages oui. du cajou. Ah, d'accord. Et nous, qu'est-ce que vous demanderez de notre part ? Bon, quand j'ai parlé de la transformation de cajou, par exemple, j'ai eu plusieurs acheteurs qui voulaient acheter la noix de cajou. Les Indiens viennent, ils transforment les cajous. Automatiquement, ils font quoi ? Ils envoient dans leur pays. Donc, vous ne pouvez pas demander une grande quantité de cajou sans vouloir transformer sur place. Raison pour laquelle, si vous voulez avoir la grande quantité que vous demandez, vous venez investir vous-même et votre quantité, vous l'expédiez chez vous. Voilà, c'est gagnant-gagnant. C'est clair. Et pour l'explication du manioc ? Oui, le manioc, c'est des tubercules, hein, c'est ce que je peux dire. Et ça, chez nous, le premier dérivé, c'est l'attiéké. Voilà, l'attiéké, c'est comme le couscous chez vous. Voilà, et c'est les Chinois qui sont les premiers exportateurs d'attiéké. Ils ont compris l'importance de l'attiéké, ils ont transformé et aujourd'hui ils sont premiers exportateurs. Et c'est à nous aujourd'hui de reprendre le flambeau parce que nous avons labellisé aujourd'hui l'attiéké. Et donc, nous savons que dans
dans cette conjoncture où on parle de sécurité alimentaire, avoir ce type de denrées-là est essentiel. Et donc, nous demandons aux investisseurs de venir produire, comment on appelle ça, le manioc. En produisant le manioc, il y a la farine aussi. Vous pouvez faire du pain avec la farine. C'est vrai qu'il faut respecter, comment on appelle ça, il y a des normes à respecter dans la transformation, mais vous avez la technologie pour, je ne doute pas du Maroc. Voilà, vous êtes consommateur de pain, et donc venez planter le manioc, transformer et puis utiliser la farine. Voilà. En fait, Monsieur Daniel, moi je connais très bien le manioc. Je voulais que vous le fassiez découvrir à la salle. Moi je connais très bien le manioc et ses transformations. Donc je voulais que vous le fassiez découvrir à la salle. Donc, voilà. J'avais même discuté avec le Sénégal pour qu'on leur fasse envoyer des gens de chez nous qui ont l'habitude de faire le couscous pour faire de la formation aux femmes pour la transformation du manioc. Voilà. Donc c'est ça, s'il y a la possibilité, parce qu'on est aussi dans... j'ai par exemple des coopératives, près de 2000 femmes, je crois que c'est 4 coopératives qui attendent, parce qu'elles peuvent produire en grande quantité. Le problème, c'est dans l'écoulement de leurs produits. Et si nous avons sur place des unités de transformation, non seulement ça faciliterait ces dames-là à écouler leurs produits, et ça permettrait à l'investisseur marocain qui prend cette matière première-là d'avoir la farine. Cette farine, elle est demandée, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même au Maroc. Cette farine est demandée. Il faut juste avoir la norme. Et je ne doute, c'est ce que je vous disais, je ne doute pas du Maroc parce que vous êtes quand même avancé en termes de transformation, parce que je vois tout ce que vous transformez ici, même si ce n'est pas le manioc. Voilà, vous avez la technologie pour. Merci. Merci, Monsieur Daniel. Monsieur Niang, auparavant, nous avions discuté avec Monsieur Serim Mboup, le président des chambres de commerce du Sénégal, qui est en même temps président de la chambre de commerce de Kaolack et maire de Kaolack. Nous avions discuté avec lui pour le transport à Diamniadio. Pourriez-vous nous donner un peu plus de détails, parce qu'il y a des gens ici dans la salle qui sont intéressés par ce volet. Beaucoup plus précis sur le transport de Diamniadio. Alors, il y a un marché qui a été ouvert à Diamniadio et où les transporteurs peuvent stationner. Le marché du et ils avaient l'habitude de stationner dans un marché errant, alors que là, ils ont un stationnement numéroté et leurs clients, ils savent que leur fournisseur, il est à tel numéro, ils viennent et moi j'aimerais que vous donniez un peu plus de détails à la salle. Je vous remercie, Madame Lalou. Permettez-moi de revenir encore sur les remerciements de l'hospitalité que vous nous avez réservée, de même que la délégation qui m'accompagne. Après ce copieux repas, tout à l'heure, le dernier, comment ça s'appelle, le plat qu'on a... J'aimerais bien savoir le nom qu'on a. Voilà. Exactement. Je disais tout à l'heure, le B2B risque d'être un bedroom. Parce que juste après, c'est sûr que sur les visages, les gens vont vouloir aller dormir. Nous vous remercions. Bon, parlant d'abord de ce marché, c'est vrai que la zone aujourd'hui, Agadir, c'est une zone agro-pastorale que je connais bien. J'ai eu la chance d'assister à un forum sur les produits du terroir que j'avais beaucoup apprécié et que ça me ramène à la question que vous m'avez posée en parlant du marché qui a été initié par son Excellence dans le plan Sénégal émergent. Donc, il y a un marché qui se situe dans des zones, dans la périphérie donc, de l'AIBD, au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne. Alors, auparavant, les camionneurs marocains, quand ils venaient, ils étaient un peu dispersés entre le marché de Castor, le marché des HLM et autres. Donc, ce qui faisait que ils n'avaient pas trop de visibilité, ils étaient trop exposés. Et pour des raisons de sécurité et d'organisation, donc l'État du Sénégal a mis en place donc ce marché de gros qui permettra aux camionneurs, donc une fois sur place, il a son parking, il y a la sécurité et il y a une chambre froide.
Parce que vous savez qu'au Sénégal, il fait un peu chaud. Et ça permettra aujourd'hui aux transporteurs d'économiser donc un peu d'énergie, et que là, il sait qu'il est dans une zone où il n'y a pas il y a une exonération pour le moment. Et je pense que la proximité avec l'aéroport, c'est déjà quelque chose. L'autre part, l'État a mis en place un certain nombre de dispositifs que peut-être M. Ablaye Diop va apporter beaucoup plus de détails là-dessus, mais un certain nombre de dispositifs qui permettra aujourd'hui à cet exportateur marocain, qui s'il veut quitter au niveau de ce marché également, parce que ce qui se passait auparavant, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes Marocains qui partaient au Sénégal, qui prenaient ici des produits, que ce soit les produits, les fruits et légumes, et surtout dans des périodes bien déterminées, au mois de juin, juillet, où au Sénégal, il y a peut-être une raréfaction de certains types de produits sur le marché, tels que la tomate, les oignons, tout ce qui est légumes. Et quand ils venaient à Dakar, je l'ai expliqué tantôt, donc ils s'étaient un peu dispersés. Serigne Mboup, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est le président de la Chambre de commerce, donc, a initié donc, ce projet avec l'État du Sénégal. Ils ont mis en place... Donc, j'ai tout le projet. Je l'ai, le projet. Ah, formidable. Parce qu'on l'a travaillé ensemble. Formidable. C'est pour ça que je tenais à ce que la salle entende. Donc c'est un projet extrêmement important et très attractif. Mais moi, il y a un volet qui me tient à cœur. On en a parlé tout à l'heure. Vous avez dit que c'est réservé pour la fin. Donc l'aspect coopératif. Parce que je sais l'expertise qu'il y a au niveau d'Agadir concernant les coopératives qui certainement vont intéresser le Sénégal. Alors l'aspect coopératif, on l'a laissé pour la dernière journée, où on a mis les start-up, les porteurs de projets et les coopératives. C'est une journée spécialement dédiée à ces gens-là. L'autre aspect que je voudrais peut-être aborder, la pêche aussi. Je pense qu'Agadir, c'est une... Ah, je vous remercie infiniment d'avoir abordé ce sujet parce que je ne l'ai pas encore entendu. Ouais. Merci infiniment, monsieur. C'est un secteur extrêmement important parce que vous savez, au Sénégal, nous avons 712 km de côte. Donc nous avons une large façade maritime où l'activité principale, c'est la pêche faite par la communauté que je partage avec M. Diop, qui est l'Ebou, qui connaît bien peut-être la mer. Alors, c'est la pêche artisanale. Et aujourd'hui, au niveau d'Agadir, je vois que donc, la pêche est devenue de plus en plus industrialisée. Donc, ce qui fait que on a été approché, j'ai effectué une mission ici à Agadir. Il y a une société qui est dans la fabrication des pirogues qui est basée ici à Agadir et qui, je pense, l'État serait très intéressé par rapport, parce qu'on est dans une politique d'industrialisation de la pêche artisanale au Sénégal. Et s'il y a des gens qui sont intéressés par rapport à ce secteur d'activité, ils seront la bienvenue. C'est un secteur assez ouvert aujourd'hui, la pêche. Nous avons beaucoup de produits halieutiques. Et je pense que le Maroc est en train d'importer certains types de produits au Sénégal. Et en parlant de la pêche, il y a un secteur intermédiaire extrêmement important qui fait défaut aujourd'hui au Sénégal, c'est les chambres froides. Alors, je vais vous mettre à l'aise. Il y a 2 personnes qui sont en train de monter leur projet pour ouvrir une grande chambre froide à Mbour et une autre à Dakar. Donc, je ne vais pas dévoiler ce projet parce que c'est leur bébé et non, ils m'ont permis de dire juste cette phrase. Donc, je vous annonce que de ce côté-là, vous inquiétez pas. En tout cas, je les félicite. Ils ont tapé là où il faut. Mbour, c'est une zone donc maritime et une zone également intermédiaire entre nos amis de Kaolack, donc qui sont dans la culture arachidière. Et la pêche, je pense que c'est un projet qui vient à point nommé. Merci.
Merci Monsieur Nian, c'était vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. On a appris beaucoup de choses. Monsieur Guillavot, j'aimerais que vous mettez un petit peu le point sur la pêche maritime parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Et puis aller vers tout ce que nous pouvons partager entre la Côte d'Ivoire et nous. D'accord, merci Madame la Vice-présidente. La pêche, il faut dire que la Côte d'Ivoire est consommatrice énorme de poissons, des produits de la pêche en général. Et moi, je voudrais encourager les opérateurs économiques marocains qui sont dans la pêche, surtout dans cette région, parce que la chose la plus intéressante, c'est que d'Agadir au port d'Abidjan, on n'a qu'une semaine de voie maritime. Je connais des Marocains qui utilisent déjà cette voie, qui s'en sortent très bien. Je suis en contact avec eux. Le poisson, la Côte d'Ivoire va plus au Sénégal et en Mauritanie pour chercher le poisson. Mais les tracasseries maritimes, je ne vais pas blâmer un pays, pour ne pas dire que c'est au niveau du Sénégal ou au niveau de la Mauritanie, il y a un peu de complications. Vous voyez? Moi, je crois que c'est une aubaine. C'est une porte déjà ouverte pour les opérateurs économiques ici de s'y mettre. Et je crois qu'ils vont avoir un retour sur investissement en Côte d'Ivoire vraiment, vraiment très énorme. Parce que la Côte d'Ivoire raffole des produits de la pêche. Je préfère dire ça. Je ne sais pas s'il y a autre chose, mais sur ce point, je voudrais vraiment insister. Si les opérateurs économiques ont besoin de plus d'informations, qui viennent en ambassade, c'est moi qui suis en charge de tout ça, je peux les mettre en contact avec des opérateurs économiques ivoiriens très sérieux, si vous voudrez que les structures soient représentées, si vous voudrez faire n'importe quel business, ils peuvent venir et ils ne seront pas déçus. Maintenant, si je dois parler des autres domaines, je ne sais pas par où commencer parce que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, depuis la magistrature de son Excellence, le président Alassane Ouattara, tous les secteurs sont en boom. Il y a un boom économique en Côte d'Ivoire qui ne dit pas son nom. D'ailleurs, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, comme ma fille disait dans sa chanson, c'est le génie visionnaire. Il a vite compris. Il a fait, je crois, 3 missions de visite d'État en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il a fait ses visites d'État, le Maroc, en un clin d'œil, est devenu le premier investisseur de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce soit dans le domaine des établissements financiers et bancaires, le Maroc est venu raser tout. Toutes les structures marocaines de ce secteur, sont tous implantés en Côte d'Ivoire. Ils s'en sortent à merveille. L'OCP est allé en Côte d'Ivoire, je crois que ça fait 3 ou 4 ans. L'OCP est venu tout raser. Aujourd'hui, mon compatriote, M. Daniel Nguessan, l'a dit, la Côte d'Ivoire, au niveau de la zone UEMOA, fait 42-43% du poids économique de la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Et toutes les structures aujourd'hui, on vous dit, lorsque tu viens en Afrique de l'Ouest, tu peux t'installer partout. Il y a de l'argent à gagner. Mais lorsque tu ne t'installes pas en Côte d'Ivoire, on dit, mais pourquoi? Tu fais quoi en Afrique de l'Ouest? Qu'est-ce que tu fais en Afrique de l'Ouest? Si vous avez besoin d'un point focal, si vous voulez des partenaires, quel que soit le domaine, je ne sais pas quel milieu vous allez me dire, et puis je vais vous dire en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prospérité. À tout égard en Côte d'Ivoire. À tout égard, je mets tout ça en majuscule. La Côte d'Ivoire est un pays très riche. Tous ceux qui ont besoin de contacts, passez à l'ambassade, nous allons vous donner les meilleurs contacts. Vous voyez, je donne un exemple lors du Siam. Le Siam passé, après le Siam, lorsque nous avons fait les statistiques en début de décembre, 78% de ceux qui sont venus dans nos stands, nos différents stands, sont partis s'installer au Maroc, en Côte d'Ivoire. Ils ont juste voulu tester. En voulant tester, ils ont été saisis. C'est comme si tu vois une femme, tu dis, attends, je vais pas lui dire bonjour, je vais voir. À peine tu vas, dans ce moment, tu as peur d'aller vers elle, parce que quand tu la vois, tu dis, waouh, est-ce que je peux? Mais à peine ils vont dire bonjour à la Côte d'Ivoire les attrape et ils ne reviennent plus.
Parce que ce que vous voulez, vous aurez tout en Côte d'Ivoire. L'ananas coûte cher au Maroc. La Côte d'Ivoire, généralement le jargon de la rue de la Côte d'Ivoire, c'est versé. Wow. Ça veut dire qu'il y en a tellement que ça pourrit. La mangue en Côte d'Ivoire, il y en a tellement que ça pourrit. La banane douce, il y en a tellement que ça pourrit. Tout ce que vous voulez dans le domaine agricole, voilà pourquoi déjà nous on encourage notre frère, on acclame pour tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, domaine minier, je crois qu'il y a Magagen, comme on appelle l'entreprise marocaine, Managem, qui est installée. Ils ont beaucoup de puits pétroliers miniers qui sont en train de s'exploiter. Nous avons des mines d'or partout en Côte d'Ivoire. Nous cherchons des gens qui ont la capacité de venir faire des études, de venir exploiter. Ouais, je me mets à l'aise, je suis à l'aise lorsque je parle de mon pays, parce que je sais que je ne mens pas sur mon pays. Un diplomate, ça ne ment pas. Quand il n'y en a pas, le diplomate te dit il n'y en a pas. Quand il y en a, le diplomate te dit il y en a. Je parle sur le regard de mon collègue. Côte d'Ivoire, c'est le paradis du Marocain. Venez, vous allez voir. Merci. C'est ce que dit toujours notre ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire. À chaque fois que je lui parle, il me dit « Saïda, tu veux mon avis? Viens ici, tu vas voir. » Merci beaucoup, Monsieur Guillavo. On n'en doute pas une seconde. On sait qu'il y a beaucoup à faire en Côte d'Ivoire et qu'on a beaucoup à faire chez vous. Monsieur Abdoulaye Diop, j'aimerais que vous puissiez nous parler encore et encore de la pêche. Monsieur Abdoulaye Diop, il a des clients de notre région. Je ne vais pas préciser leur nom. Je n'ai pas eu l'autorisation, je ne leur ai pas demandé, mais il a des clients dans notre région et il travaille très bien avec eux. Donc, j'aimerais que vous parliez de votre expérience et par la suite, je vous demanderai de parler d'un produit de chez vous. Merci beaucoup, Madame Larlouz. Ça fait encore plaisir de prendre la parole devant cette auguste audience. Et je remercie vraiment tous ceux qui ont su rester jusque-là pour vraiment nous écouter, pour qu'on puisse échanger sur ces zones de croissance en Afrique. Je suis sénégalais et je suis installé au Maroc depuis 35 ans, où j'ai travaillé à la Bourse des valeurs de Casablanca avant d'intégrer le groupe Atlas Voyage comme directeur administratif et financier chargé du développement et de la stratégie. J'ai eu à travailler sur des projets qui nous ont été confiés par le cabinet royal. C'était depuis le GATT, déjà l'organisation du GATT. En 1994, puis la préparation de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2006, où j'avais la logistique. Et en 1999, j'ai créé ma première société au Maroc, une société de conseil, parce qu'avec Atlas Voyage, j'ai su goûter, malgré que je suis expert financier, mais j'ai eu à goûter un tout petit peu l'environnement commercial, pour avoir été chargé par le biais du franchising, ouvrir des filiales à travers le monde. Donc on a ouvert à New Jersey, on a ouvert à Londres, on a ouvert à Mannheim en Allemagne, à Tokyo au Japon, à Paris. Et bon, de là, je me suis lancé dans tout ce qui est développement de marché. Donc là, j'ai pu... au départ, je travaillais avec des sociétés qui étaient essentiellement dans tout ce qui est bâtiment. Donc le groupe Ingelec et autres, dans tout ce qui est développement de marché de produits d'intrants de bâtiment, que ce soit les appareils électriques, sanitaires, robinetterie, carrelage et autres. Et après, j'ai créé un cabinet de consulting, essentiellement pour l'organisation interne d'une structure, parce que je voyais que beaucoup de structures marocaines avaient vraiment d'énormes, je dirais, capacités, mais c'était un problème d'organisation interne qui faisait qu'ils ne pouvaient pas faire face au marché international. Donc je les accompagnais dans le cadre de cette organisation interne pour pouvoir mieux gérer les coûts en interne. Et c'était extrêmement important parce qu'aujourd'hui, ce qui fait d'ailleurs jusqu'à présent que beaucoup de sociétés ne réussissent pas sur l'international, c'est l'appréciation des coûts de revient. On voit souvent un dirigeant de société qui vend par exemple à 100 dirhams un produit au Maroc, donc il se dit à l'export, il doit le vendre à 10 euros.
C'est naturel comme réflexion, alors que ce n'est pas réellement ça le coût de revient d'un produit à l'export. Les intrants vont entrer en admission temporaire. Ils ne doivent pas payer de droits de douane à l'entrée, les intrants dans la production. Donc, ce qui fait que souvent, on a une économie qui varie entre déjà 30 à 40% du coût de revient. J'espère que... oui, je comprends bien. On parvient à économiser rien qu'en admission temporaire 30 à 40% du coût de revient. Après, à la transformation, on réexporte ce produit. Lorsqu'on vend ce produit, le chiffre d'affaires qui est réalisé est exonéré de d'IS. Le bénéfice réalisé sur ce chiffre d'affaires est exonéré d'IS parce que c'est un chiffre d'affaires à l'exportation. Donc aujourd'hui, un produit, logiquement, où une bonne partie de l'intrant vient de l'étranger, peut coûter, c'est-à-dire ici à Casablanca, à Agadir, par exemple, 10 dirhams dans le marché et 1 euro à Dakar. Donc son exportation ne doit pas dépasser 0,6 centimes. Mais ce calcul, il faut savoir le faire. Et quand on parvient à faire ce calcul, on peut faire des merveilles sur l'international. Je l'expliquais tout à l'heure, on a discuté avec monsieur le ministre, une société que j'ai accompagnée, dont l'objectif c'était de faire un conteneur par mois pour un produit spécifique. C'était 30 000 euros par mois. Finalement, on parvenait à faire 2 400 000 euros par mois lorsqu'on a adapté le prix et le produit. Et ça nous a fait un chiffre d'affaires global de 100 milliards de dirhams qu'on a pu réaliser. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et là, sur le volume, on fait des profits énormes, on fait des bénéfices énormes. Oui, mais ça, il faut qu'on le comprenne. Comment calculer le coût de revient d'un produit à l'export. Après cela, cette organisation interne allait maintenant sur le terrain et trouver des partenaires, les partenaires qu'il faut. Comment faire pour trouver les partenaires qu'il faut? Quelle est cette étude préalable qu'il va falloir faire pour trouver, je dis bien, le partenaire qu'il faut, c'est-à-dire le partenaire fiable? C'est extrêmement important. Parce que lorsqu'on veut construire dans un marché donné, il faut tomber sur la bonne personne. Cette personne, il faut savoir la choisir. Parce que d'abord, il faut savoir qu'est-ce que l'on veut. Il y en a qui le disent des fois, bon, je veux juste aujourd'hui réaliser un chiffre d'affaires. On voit souvent des gens qui viennent, qui peuvent venir avec une valise d'argent, poser tout de suite 300 000 euros, acheter et partir. C'est des opérations qui ne sont pas pérennes. Quand on veut construire, on construit dans l'organisation, on construit dans tout ce qui est maîtrisable. On ne construit pas sur des aléas. Et ça, c'est extrêmement important. On a un système bancaire qui s'est installé et qui est extrêmement fiable, qui est extrêmement bien présent en Afrique. Aujourd'hui, les groupes Attijari, Banque Populaire ou BMCE sont très, très, très bien implantés en Afrique. Et c'est un système qui est extrêmement fiable et qui peut nous permettre de réaliser toutes les opérations qu'il faut sur l'international. Donc, organiser une opération à l'export, ça peut se faire très, très bien et ça va être extrêmement productif. Aujourd'hui, pour revenir sur les opportunités, Madame Larlou, pour la pêche, moi je le dis, les pêches, quand on dit aujourd'hui qu'au Sénégal, on a 198 000 km² de zones exploitables de pêche, que c'est le premier secteur aujourd'hui, comment il s'appelle encore, qui fait rentrer des devises au Sénégal, mais qui est extrêmement sous-exploité. L'année dernière, on a fait à peine 545 000 tonnes de pêche, alors qu'on peut avoir beaucoup plus que cela. Mais ce qui fait cela, c'est que nous ne pouvons pêcher que ce qu'on peut consommer. On ne peut pêcher que ce qu'on peut consommer. Ce qu'on ne peut pas consommer, du fait des défauts comment il s'appelle encore, de conservation, soit ça se gâte, soit on est obligé d'arrêter, de limiter les pêches. Même les licences de pêche et tout, c'est la même chose. Aujourd'hui, le Maroc gagnerait, très franchement, à profiter de cela. On a vécu des situations dernièrement avec les problèmes qu'il y a eu, que ce soit déjà le Covid, qu'on a su gérer, les problèmes qu'il y a eu après entre l'Ukraine et la Russie. On a vu que nos produits tels que les sardines n'étaient plus gérables. On est passé de 13,5 € le carton de 50 pièces à quasiment 24 €.
le carton de 50 pièces, ce qui faisait que nous n'étions plus compétitifs sur l'international. Nous n'étions plus compétitifs. Et l'huile a connu la même chose aussi. L'huile, après, c'est passé quasiment il y a eu une augmentation de quasiment 70% sur le prix de l'huile. C'est général, même Oui, au Maroc. oui, absolument. Moi, je parle du Maroc particulièrement. Maintenant, pour pouvoir maîtriser cela, pour pouvoir maîtriser ces aléas, il faut que nous ouvrions des vannes qui nous permettraient c'est-à-dire de fédérer les potentialités dans la sous-région. Aujourd'hui, on a d'autres zones qui peuvent produire des intrants, on a d'autres zones qui peuvent produire du poisson, on a d'autres zones qui produisent du thon, on a d'autres pays qui produisent autre chose dont on a besoin. Donc, au lieu d'attendre de l'avoir de l'Europe ou autre, on peut les avoir tout près, mais il nous faudrait des centrales de conservation, il nous faudrait aussi des unités de transformation sur place. Donc l'investissement que nous sommes en train de faire, ce que le Maroc attendait et qui faisait que ces produits étaient chers, si ces industries de transformation étaient délocalisées dans certains pays de la zone, on ne l'aurait pas eu. Moi, je connais des personnes qui m'ont contacté, mais depuis des années, qui me contactent toujours pour pouvoir importer le poisson du Sénégal. Mais pourquoi importer le poisson du Sénégal alors qu'on peut installer des usines de transformation sur place? Et nous savons que le système bancaire est tel que tout ce qu'on réalise sur place, on peut le rapatrier en termes de fonds sans limite. Et la main-d'œuvre, elle est là-bas, elle est formée, elle est disponible et elle coûte moins cher. Donc, c'est des zones de croissance qu'il faudrait que nous essayions d'exploiter, d'explorer, et c'est sûr que l'économie marocaine verra vraiment un impact extrêmement positif par rapport à ce sujet. Je vais poser une petite question. Il y a un problème de sécurité que se pose certaines fois. Il y a un investisseur sur Mbour, vous devez le savoir, qui a eu un problème de chaudière. C'était un problème de son personnel qui a mis le feu dans les chaudières. Comment avez-vous pu régler cette affaire et comment la sécurité a été réparée par rapport à ce genre de choses? Ça, vraiment, je ne saurais vous répondre. Je crois que M. Nian, il peut répondre. Ça, je ne peux pas répondre par rapport à cela. Oui, vous l'avez entendu et tout le monde l'a entendu au Sénégal. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, il y a une société marocaine à Mbour qui avait eu un problème de chaudière qui a explosé. C'était un problème de personnel. Est-ce que ce problème, parce qu'il paraît, parce que c'est ce genre de choses qui bloquent l'investissement des Marocains vers votre pays. Moi, je n'essaye pas de dire du mal du Sénégal, j'essaye de justement rectifier ça pour que le Maroc sache qu'il n'y a plus ce genre de problème. Ça a été résolu. Je pense que le problème se situe au niveau de la formation, peut-être, certainement. De la formation, certainement. Aujourd'hui, je pense que M. Diop, dans son exposé tout à l'heure ce matin, il a parlé beaucoup, il a développé donc, par rapport à l'expertise aujourd'hui qui commence à se développer. Et dans le cadre des accords de l'AMCI, je pense que vous savez mieux que moi qu'aujourd'hui, nous avons donc, il y a beaucoup de formations, donc de part et d'autre qui s'exercent. Mais pour ce cas spécifique que vous avez parlé, bon, je pense avoir entendu ce problème, mais bon, moi, la réponse que je pourrais donner à ce niveau, ça peut-être, je dis bien peut-être, c'est juste un problème de formation. Parce que je pense que la personne n'avait pas maîtrisé peut-être l'outil et que par mauvaise manœuvre, donc ça a créé cet incident. Mais aujourd'hui, je pense que c'est des secteurs, parce que si ma mémoire est bonne, vous parlez de l'hôtel qui se trouve à Hambourg, si c'est pas ça, l'hôtel géré par... C'est pas l'hôtel. Non, c'est une usine de farine de poisson. Non. Moi, je parle plus de... Il y a un hôtel où il y avait un problème. Non, mais c'est là où on la avait chaudière pour fabriquer la farine de poisson. La farine de poisson. Oui. Non, ça, je ne sais pas quoi.
Parce que moi, je croyais que vous parlez plus dans le secteur de l'hôtellerie, parce que là, il y a un besoin de formation. Parce que là, quand j'ai demandé, justement, j'ai des clients qui sont intéressés par les crevettiers et ils voudraient savoir comment pouvoir accéder à l'achat de crevettiers sur place et de pêcher sur place et faire la transformation sur place. Mais quand ils ont entendu parler, parce que c'est un de leurs associés qui a eu ce problème, quand ils ont entendu parler, ils se sont retirés. Mais les incidents, ça se produit partout. Je pense que c'est des cas qui arrivent certainement dans tous les pays du monde. Mais ça, bon, mettons ça dans un cadre d'incident, tout simplement. Je pense que aujourd'hui, que ce soit le Sénégal ou le Maroc, chaque pays chercherait beaucoup plus à se perfectionner dans ce sens. Juste que vous mettiez à l'aise les investisseurs pour qu'ils puissent... oui, je vais me renseigner peut-être pour apporter plus de renseignements dans ce sens. Mais il y a un produit que peut-être c'est M. Mbaye a parlé tout à l'heure, qui pourrait intéresser aujourd'hui le Maroc et qu'on est en train d'exploiter, qui est le Kinkeliba. Le Kinkeliba, oui, je le connais. Le Kinkeliba, c'est un produit que j'invite aujourd'hui, surtout la région de Souss Massera, à s'intéresser. C'est un produit, c'est des feuilles séchées, aujourd'hui qu'on est en train de mettre sous infusion, donc, qui est bien emballé, et que c'est un produit qui est bien pour la santé, qui lutte contre le diabète, qui régularise un tout petit peu le sucre dans le sang. Bon, nous, on l'utilise souvent en matinée et en fin de soirée. Il y a le bissap aussi qu'il a parlé tout à l'heure. Il y a d'autres types de produits comme le miel, donc, qui est cultivé dans la région sud du Sénégal, donc en Casamance. Donc il y a pas mal de produits, certainement on y reviendra, sur lesquels donc, ils pourraient intéresser donc, de potentiels investisseurs. Merci. Ce que je propose, c'est que vous puissiez faire, comme notre chambre de commerce va faire très bientôt, notre chambre se déplace pour donner un petit peu une étude sur notre région. Donc moi je vous propose de la même manière que dans votre pays, on fasse de même en ramenant des gens qui puissent faire des essais de ces produits-là. Parce que c'est des produits que nous ne connaissons pas. Bon, moi je ne peux pas vous dire, je parle en général, moi je les connais, mais les gens dans la salle ne les connaissent pas. Donc c'est l'occasion de mettre une commission, de venir ici, de faire du B2B et de ramener les essais de ces produits-là. Bon, c'est des produits qui étaient lors du SIAM. Je pense que c'est Ringboop que vous avez souligné tout à l'heure, que vous connaissez certainement. Il a essayé donc, il a amené quelques échantillons donc, qu'il a eu à présenter lors du salon. Et je pense que les Marocains ont beaucoup apprécié. Mais comme vous avez dit, certainement, on va essayer d'organiser une mission donc, par le biais de la Chambre de commerce, donc, de venir dans la région de Souss Massa, dans la région d'Agadir, pour partager cette expérience et l'expertise donc, de ces produits. Merci, Monsieur Niang. Merci, Monsieur Abdoulaye Diop. Alors, je suis Jean-Philippe Agoussi. Moi, je suis plutôt dans la production des cultures maraîchères. Voilà, tout ce qui est comme du piment, tout ce qui est du piment, de la tomate, de l'aubergine, de l'oignon. Je produis en grande quantité dans la zone de Yamsokro et Boisflé. Voilà, au niveau de la culture de l'oignon, par exemple, nous avons un déficit dans la production de l'oignon en Côte d'Ivoire. La quasi-totalité de tout ce qui est culture de l'oignon provient du Niger et de Ouagadougou. Donc, il y a plus de 90% de déficit dans la production de l'oignon sur le territoire ivoirien. Donc, c'est une niche où de potentiels investisseurs peuvent investir dans la production et la transformation de l'oignon. On peut faire la production, on peut faire de l'oignon, la purée de l'oignon, et on peut faire de l'oignon séché. Voilà. À côté de l'oignon, il y a l'un des légumes qui est beaucoup consommé par l'Ivoirien et par les Africains en général, qui est la culture du piment. Généralement, nous n'avons pas la coutume de la production maraîchère
En Côte d'Ivoire, nous sommes beaucoup tournés vers les cultures de rente, les cultures d'exportation, café, cacao, anacarde, palmier à huile et les cultures vivrières qui sont des cultures de subsistance. Mais les cultures maraîchères que je viens de citer ne font pas toujours partie de notre habitude de production. Donc, c'est un marché à ce niveau-là qui est ouvert pour la production et aussi la transformation. Je voudrais compléter un peu ce que M. Agoussi a dit. Il faut dire que quand je prends l'exemple du Maroc, qui est vraiment très avancé dans ce domaine, je prends l'exemple de l'oignon comme ça. Lors du SIAM, nous avons eu la chance d'aller visiter un champ au niveau de, je crois, au niveau de Fès. Le SIAM a eu à Meknes, mais nous sommes allés à Fès pour aller visiter un champ d'oignons. Et ce plantain nous disait comme ça que sur 1 hectare, il fait 90 tonnes d'oignons au Maroc. Avec ça, il a besoin de faire un système d'irrigation goutte à goutte, etc., etc. La Côte d'Ivoire, déjà de façon naturelle, reçoit de l'eau. Voyons si il faut mettre un système d'irrigation goutte à goutte. La Côte d'Ivoire n'aura plus de 100 tonnes à l'hectare. Pourtant, aujourd'hui, je parle sur son regard, la Côte d'Ivoire, c'est trop, 20 tonnes à l'hectare. Donc, les vivriers, les Marocains sont vraiment très avancés. C'est une porte ouverte. Vous venez en Côte d'Ivoire, il y a la contre-saison, il y a une période où il ne pleut pas, je crois de janvier jusqu'en mai, et les produits vivriers coûtent extrêmement, je pèse sur les mots, extrêmement cher. Voyez-vous que vous venez avec le système d'irrigation, les Marocains, vous installez, au lieu de 20 tonnes, vous avez 90 tonnes ou plus, parce que déjà la terre est très fertile. Je crois que le retour sur investissement sera très, très, très intéressant. Je vous encourage à cela. Aussi, Madame la vice-présidente, j'ai oublié de dire une chose, c'est que la Côte d'Ivoire tisse déjà l'alliance de jumelage avec des régions du Maroc. Déjà, par mon intermédiaire, il y a des régions qui ont déjà signé des partenariats de jumelage et ça marche très bien. Il y a la région des Fès-Meknes et la région des Dakhla. Donc, moi aussi, au-delà d'être diplomate, je suis conseiller régional d'une région qu'on appelle l'Alignebu-Tiassa, une région forestière. J'en ai déjà discuté avec vous. J'ai échangé avec le président de la région, qui est notre ministre de la Santé de Côte d'Ivoire. Et il est prêt, il est partant. Nous allons vous envoyer une correspondance, un courrier, pour que la région de Sus-Massa aussi puisse, si possible, nous souhaiterions que vous soyez nos intermédiaires pour parler déjà, pour anticiper, pour parler déjà au monsieur le président de cette région, d'ici, pour qu'on puisse signer des jumelages, parce que je sais que les jumelages, on en tire assez d'avantages. Donc c'est ce que déjà je voulais compléter, sans oublier ce que M. Agoussi a dit en matière agricole. Effectivement, M. Guillavot nous avait proposé un jumelage que nous avons reporté, vu le temps très court. Donc nous n'aurions pas pu donner l'importance qu'il fallait à ce projet de très grande importance et de très grande envergure. Donc nous l'avons reporté. Nous n'avons pas osé en parler. Monsieur Guillavot, merci beaucoup d'en avoir parlé. Je vous en prie. Je tiens également à remercier infiniment Monsieur l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire, Monsieur Abdelmalek Kettani, qui nous a été d'une très très grande aide, qui a contacté l'ambassade pour nous faciliter les contacts, qui a contacté Madame la présidente du patronat pour nous représenter en Côte d'Ivoire et être notre ambassadrice. Donc un grand merci à Monsieur Abdelmalek Kettani. Son Excellence nous a été d'une très très grande aide. Excusez-moi, madame, je ne voudrais pas quitter avant d'avoir l'information concernant l'explosion de l'usine dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, je cherchais vraiment à avoir l'information qu'on vient de m'envoyer. Effectivement, donc, le ministère déjà a communiqué là-dessus. Donc, c'était une usine qui ne respectait pas. Donc, je vais vous lire le communiqué. Donc, suite à l'explosion d'une chaudrière
à Copli d'Afrique qui a fait un mort et 18 blessés. Donc le ministre de la Pêche et de l'économie maritime s'est rendu sur les lieux, M. Omar Gueye. Donc l'usine n'a pas respecté l'injonction de l'administration des pêches, lui demandant l'arrêt immédiat de la production et des exportations. Donc si cette usine de fabrication de farine d'huile de poisson avait respecté à la lettre la demande de l'administration des pêches portant arrêt immédiat de production et d'exploitation, donc cet incident malheureux ne serait pas produit. Donc c'était un problème, comme on l'a dit donc, tout à l'heure, donc l'usine n'avait pas respecté donc, les normes. Merci pour cette information, ça met au clair nos investisseurs. Merci infiniment. Je voudrais, monsieur le conseiller, revenir sur un petit point. Je suis vraiment désolée, je connais un peu plus le Sénégal. Je vais pouvoir aller en Côte d'Ivoire pour... on avait parlé à la région sud, Ziguinchor, on avait parlé de la possibilité de remettre les terrains gratuitement aux investisseurs qui aimeraient venir investir et faire leur plantation sur place. Ils voudraient que la graine marocaine soit plantée au Sénégal. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là ? Moi, je pense que le Maroc est déjà présent en Ziguinchor, parce que déjà dans le cadre de la coopération donc de déminage, le Maroc c'est le Maroc qui est pionnier. Alors, Ziguinchor, pour vous faire une petite présentation, donc c'est la zone un peu agro-pastorale du Sénégal, donc c'est dans la zone sud. C'est une zone qui enregistre une pluviométrie assez exceptionnelle, donc où on a pratiquement 6 à 7 mois de pluie. Donc c'est une zone arable où l'eau, que monsieur, je voudrais bien, monsieur Anwar, monsieur Amor, excusez-moi d'écorcher votre nom. Donc monsieur Amor a souligné tout à l'heure qu'il y a un phénomène extrêmement important et que moi je suis pressé même de voir la solution que vous nous présenterez demain parce que ça nous intéresse au plus haut niveau. Aujourd'hui au Sénégal, nous avons un excès d'eau qu'on n'utilise pas. Donc pour revenir un peu sur la question de Ziguinchor, comme je vous l'ai expliqué tantôt, donc c'est une zone à la fois où le tourisme est très développé avec Cap Skirring, que j'ai montré tout à l'heure à certains donc, dans la salle, on discutait à table, j'ai parlé de Cap Skirring qui est une zone touristique très importante, mais où le sol également est très arabe. Donc, c'est une zone fruitière. C'est le grenier même du Sénégal. Et qu'aujourd'hui, moi, j'invite personnellement donc, de potentiels investisseurs marocains qui seraient intéressés pour le Sénégal. Donc, je les orienterai vers cette zone qui, aujourd'hui, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, donc, a retrouvé ses terres et que la paix est revenue dans cette zone qui était une zone conflictuelle. J'ai fait la cueillette de riz dans cette zone. Ah, donc voilà, donc vous connaissez bien. Oui, je connais bien. Eh bien, merci beaucoup. Oui, monsieur Abdoulaye Diop. Je vais donner juste quelques informations par rapport à ce que vous venez de demander. Là, aujourd'hui, il y a 3 800 000 hectares de terres arables au Sénégal. Soit 19% de la superficie du pays et dont seuls 2,5 millions sont exploités. Donc il y a 1 300 000 hectares à exploiter qui sont disponibles pour ceux qui veulent cultiver au Sénégal. Et là, on nous dit qu'il y a une ressource en eau abondante, il y a 31 milliards de mètres cubes d'eau de surface renouvelable et 4 milliards de mètres cubes d'eau souterraine. Donc c'est vraiment des ressources immenses qui sont là. Et je pense que vraiment si quelqu'un veut cultiver, le Sénégal est vraiment le paradis pour cela. Merci beaucoup. Messieurs, dames, vous avez eu un petit peu les détails des deux pays hôtes. Vous pouvez poser vos questions et l'honneur est à vous. Merci. C'est total. Oui,
je vais quitter la mer. Hein, et puis, mais je vais rester dans l'agriculture. Hein. Hein. Voilà, je vais parler des produits de terroir au Maroc. Et surtout des produits de terroir de la région Souss-Messa et la région Glmim Ouaddoun. C'est plus importante. Et puis la région de Marrakech-Tensift, c'est-à-dire Essaouira, puisque le territoire de l'Arganier, c'est un grand territoire. Il démarre de la région d'Essaouira jusqu'à la région, jusqu'à Goulimim. D'accord. Ça se termine vers Taznart, vers l'est, etc. Donc c'est un grand territoire. Alors là, le capital humain de cette région, qui est très studieux, qui ne sait pas mentir du tout, qui est très bosseur, travaille bien, il est arrivé à mettre en place, à produire ces produits de terroir à partir de l'huile de l'argan. Et donc, il y a plein de coopératives, plein de très petites sociétés qui se sont installées, surtout dans le cadre du grand programme, ce qu'on appelle le Maroc vert, hein, qui a facilité, aidé, conduit, orienté, hein, donc les petits, surtout les petites sociétés et tout ça, à s'installer et à faire de ces produits quelque chose de magnifique. Donc quand on regarde aujourd'hui la valeur ajoutée sur les 20 dernières années, surtout disons les 15 dernières années, nous avons un sursaut extraordinaire, pratiquement en valeur qui a monté en exponentielle. Alors dans ces produits-là, il y a le safran. Le safran qui est un produit de terroir sensu stricto, qui est très difficile, que ce soit au niveau de sa culture qu'au niveau de sa récolte. Donc il reste, je dirais, un petit gisement très pointu. Il faut avoir du courage et tout ça pour pouvoir aller dans ce business-là. D'accord ? Et puis le deuxième type de produit de terroir, c'est l'huile de l'argan et toutes ses dérivés. Bon, c'est devenu célèbre. Hein. Il n'y a pas un coin sur la planète où on ne trouve pas des produits de l'argan. Partout. Dans chaque pays, il y a ça. Et le Maroc est arrivé justement à travers cette dynamique du Maroc vert d'exporter ces produits-là. Alors, bon, en ce qui me concerne, avec un ami, nous avons développé deux produits, deux packs. Il y a celui du safran, son structo, et puis de l'huile d'argan avec ses dérivés. Alors nous, on est allé à chercher, on n'a pas voulu faire carrément du produit de travail artisanal, mais un produit certifié, hein, certifié qualité ISO, avec toutes les analyses qu'il faut, etc. Mais c'est surtout la qualité ISO qui compte dans cette affaire-là. Alors pour le safran, nous avons mis dans les circuits un safran de catégorie 1, c'est le meilleur. Hein, il y a 3 catégories, et puis il y a la petite catégorie, comme celle qu'on trouve dans tous les produits agricoles, c'est les produits de triche, dans lesquels on pollue ce type de produit. Donc ce safran qui est de catégorie 1, donc elle est disponible et tout ça. Et puis l'autre produit qui est celui de l'argan pur, l'argan pour manger et l'argan pour l'esthétique, plus les dérivés de l'argan, hein, toutes les crèmes, toutes les choses qui se font à côté, ils sont aussi certifiés et de grande qualité. Donc s'il y a des preneurs, des gens pour faire un B2B dans ce domaine-là, hein, j'ai déjà, je crois, donné mon numéro, donc qu'ils prennent contact avec Lella Saïda, avec notre présidente. Maintenant, je suis membre du Club international des entrepreneurs depuis 30 minutes. J'ai ma carte. Voilà. Donc, j'ouvre la chose. S'il y a des gens intéressés, on est là. Les contacts sont ouverts. On attend.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, je tiens à remercier le panel, nos frères africains du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais juste faire une petite intervention, également poser quelques questions, peut-être quelques pistes de coopération entre le Maroc sur un autre secteur qui est important, celui du tourisme. D'abord, je félicite nos collègues africains de Côte d'Ivoire et du Sénégal d'avoir exposé les richesses d'une partie de ce grand continent qui est minimisé bien sûr par l'opinion européenne, l'opinion occidentale en général. Donc l'Afrique est riche, ça se voit, et vous avez aussi parlé des richesses du Maroc qui sont énormes. Et nous sommes sur un seul continent, avec des frontières terrestres faciles bien sûr à franchir, au lieu de celles qui nous séparent avec l'Europe, qui est la mer et également l'aérien. Donc nous avons beaucoup de choses communes. Je parle de la religion bien sûr avec le Sénégal, la présence de communautés Tijani ici au Maroc et au Sénégal et également dans d'autres pays africains comme le Nigeria, et autres pays, le Mali et autres. Donc c'est une opportunité pour nous de favoriser de plus en plus les relations sud-sud et d'exploiter un petit peu nos richesses à tous les niveaux. Donc vous avez parlé de l'agriculture, c'est vrai, vous avez encore des terrains vierges, vous avez des ressources en eau. Nous, on en a aussi, on en avait. Hein? On en avait, on n'en a plus. Et ça fait 3 ans que nous cherchons de la pluie. Tout le monde observe les nuages sans que ça pleuve. Bon, c'est pas ça, mais je vous conseille, et en tant que ma casquette d'académicien, d'enseignant, je vous conseille de ne pas faire nos erreurs comme on a fait comme erreur. Essayez de conserver votre eau souterraine surtout. Nous, on a commencé déjà à puiser dans la mer. Et un jour, bien sûr, avec tout ce qu'on a maintenant, avec les changements climatiques et autres qui ont été évoqués, peut-être qu'un jour, vous n'aurez aussi plus les richesses halieutiques que vous avez. Le poisson, vous êtes le premier producteur du poisson, peut-être. Pardon, vous avez le plus grand potentiel halieutique en poisson pour le Sénégal, mais nous, on en a perdu, avec bien sûr beaucoup d'erreurs qui ont été faites au niveau de l'exploitation des produits miniers, et surtout le phosphate au niveau de Safi, et le projet Joflasphare qui a condamné bien sûr la richesse halieutique de Safi, le plus grand port sardinier au monde, qui n'est plus ce qu'il était. Donc ça, c'est des erreurs, bien sûr. Donc, on a évolué sur d'autres choses, c'est bien, c'est tout. Mais on a perdu beaucoup de choses. Donc là, c'est un conseil à vous donner, et que vous savez bien sûr, sans que je vous le dise, mais au moins on est là pour se donner des conseils. Et ça, c'est la tradition d'amitié et de fraternité. C'est bien d'exploiter bien sûr vos richesses agricoles et tout ça. C'est bien de venir avec des investisseurs, mais aussi de faire attention à beaucoup de choses au niveau de la pollution et autres. Donc ça, c'est notre volet, en plus des ressources naturelles qui sont surtout l'eau. Un autre volet, donc je ne veux pas vous faire un exposé là-dessus, sur l'agriculture, mais je passe à un autre volet qui est très important, c'est celui des échanges humains, d'immigration, de loisirs, c'est-à-dire du tourisme, qui est un volet très important. Nos sociétés auparavant, ils voyageaient énormément. Et la preuve, c'est qu'on a des communautés, bien sûr, qui se sont déplacées du Maroc vers le sud et du sud vers le Maroc.
et ça c'est la richesse de l'Afrique bien sûr, sans que les sentiments de racisme ou autres existent. Et ça, vous allez le sentir, et on en a l'expérience avec les compatriotes africains de tous les pays. Les échanges, je dis humains, c'est-à-dire le tourisme est un secteur très important sur lequel il faut miser. Si l'Europe actuellement est le vivier du tourisme international avec 70% presque, 60%, sans exagérer, 60%. C'est quelques 59% du tourisme international. L'Europe, je parle d'Europe, c'est-à-dire c'est elle qui fait plus de 50% de l'activité touristique internationale. Oui, mais l'Afrique, c'est nous qui font également un plus à ce 59%, aussi 69%, parce qu'on voyage vers l'Europe. Difficilement, bien sûr, avec des visas et autres. Alors que c'est facile pour nous d'établir des échanges, bien sûr. Avec le Sénégal, je pense qu'il n'y a pas de visa, non? Heureusement. Mais il y en a aussi avec d'autres pays. La Côte d'Ivoire, vous avez les visas? Non. Bien, c'est très bien, c'est une bonne chose. Mais malgré tout ça, on a une immigration qui est presque un petit peu injuste, difficile à gérer, de part et d'autre, compliqué à admettre aussi, mais qui est là et qui s'installe et qui ne crée pas de problème en général. Donc on la gère, elle est encore sans grand problème, c'est pas grave. Mais le tourisme, et là je cherche juste à aller dans le fond des choses, c'est que on a énormément de choses à échanger, surtout au niveau du touristique. Mais il faut que vous agissiez et également qu'on agisse au niveau du Maroc pour que les prix, par exemple, de l'aérien soient à la portée de tout le monde. Deuxièmement, il faut canaliser les flux touristiques qui viennent au Maroc, mais anarchiquement. La communauté Tijani font leur pèlerinage annuel dans différentes régions du Maroc. Avant d'aller à la Mecque, je pense qu'il faut aller déjà visiter Fès. C'est la première cité à visiter avant d'aller à la Mecque. Sinon, le Hajj, comme on dit, n'est pas du tout validé. Et on ne va pas au paradis. Donc il faut venir déjà au Maroc. Mais vous venez au Maroc, mais dans des conditions un petit peu difficiles. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ce flux se répartisse sur tout le Maroc. Parce que nous avons beaucoup de salihines à visiter dans la région. Et ça, c'est une chose très importante. Et là, je fais le lien avec le club international des entrepreneurs pour qu'on puisse un petit peu essayer d'établir des liens dans ce sens pour faire des échanges de groupes, d'étudiants, d'hommes d'affaires et du tourisme aussi, du tourisme de loisirs. Et là, je vous parle en tant que partenaire du CIE, du Club international des entrepreneurs, parce que je représente un réseau, le réseau du tourisme solidaire et de l'économie sociale et solidaire, et également membre de la Fédération nationale de développement de la petite entreprise touristique. Donc là, on vous tend aussi la main de par ces deux casquettes que je porte pour qu'on puisse établir des liens dans ce sens-là, pour qu'on puisse se connaître mutuellement malgré nos connaissances, bien sûr, déjà approfondies dans l'histoire et la religion. Et je vous remercie. Merci, monsieur. Je ne sais pas si vous pouvez me rappeler votre nom. Ok, merci beaucoup, monsieur Mahmoudou. Moi, je vais aller sur le premier point concernant la gestion de l'eau. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal d'ailleurs, nous avons cette grâce divine d'abondance d'eau. Vous avez dit hier, vous étiez un peu comme nous, mais malheureusement, il y a eu une mauvaise gestion. Et aujourd'hui, on se retrouve à ce niveau, en ce qui concerne le Maroc. Mauvaise gestion, ou c'est la nature, ou c'est le réchauffement climatique. Je préfère prendre le mot que vous avez utilisé.
durant le mois de juin, je crois bien, au niveau de Fès, il y a eu une conférence internationale de l'eau, où j'ai pu assister avec notre ministre de tutelle aussi qui est venu assister. Et nous avons eu des échanges avec votre ministre aussi de tutelle des eaux, avec qui nous avons échangé et nous avons présenté le cas de la Côte d'Ivoire. OK? Et nous leur avons soumis nos différents problèmes et comment anticiper, OK, pour ne pas que nous puissions être aujourd'hui ou arriver à cette situation que vous déplorez. Donc déjà, je voudrais déjà vous dire que nous sommes presque à bout. Il y a un MOU qui sera signé les jours à venir avec le ministère des Eaux du Maroc et la Côte d'Ivoire pour que les techniques des salements, de l'eau de mer, les techniques de conservation, je crois que c'est comme ça, vous faites des tuyaux, quelque chose comme ça, vous conservez l'eau, tout ça, pour que nous on puisse conserver l'eau, surtout l'eau de puits qu'on laisse ruisseler gratuitement, qui détruit, et puis les ruissellements d'eau qui font des dégâts, des inondations. Et je voudrais vous dire merci, mais déjà nous sommes vraiment avancés avec le Maroc, ce qui fait un. Deuxième, il y a des entreprises marocaines qui sont vraiment très avancées dans ce milieu. Je vais taire le nom, qui sont passés aussi à l'ambassade, dont nous avons recommandé certains spécialistes en Côte d'Ivoire. Ils sont partis, ils sont en train de faire des études déjà pour pouvoir nous aider afin de ne pas arriver là où vous êtes. Tout à l'heure, il y a un des conseillers de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui m'a envoyé un message lorsque j'étais assis ici pour dire qu'il s'apprête à partir aussi de Côte d'Ivoire dans ce même cadre. Ça veut dire que nous avons déjà compris, nous avons déjà tiré les leçons, ou nous sommes en train de tirer les leçons de ce qui vous est arrivé. Donc, on voudrait vous dire merci. Nous sommes déjà en train de. Merci. Pour le cas touristique, je vais les laisser. C'est vrai que ma directrice du tourisme de Côte d'Ivoire est là. Après pourra dire un mot, mais je vais laisser mes frères voisins parler. Merci beaucoup. Là, j'interviens sur le volet tourisme, parce que bon, c'est quelque chose que je connais, je dirais, assez bien, et je travaille dessus aussi en constance avec des professionnels du tourisme, particulièrement à Casablanca. Rien qu'hier, avec le CRT du tourisme de Casablanca, nous étions en train de travailler sur les recommandations du dernier forum africain du tourisme qui a eu lieu en fin novembre, le 22 et 23 novembre dernier, 2023 à Casablanca. Forum que nous avons initié après une rencontre que j'ai eue avec Madame la ministre Nadia Ftah lorsqu'elle était ministre du Tourisme. Elle m'avait reçu parce que j'avais quelque chose que je portais. Réellement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le tourisme, je dirais, cultuel, le tourisme religieux. Et je suis allé participer à un événement qu'elle organisait, et après, elle a envoyé sa conseillère personnelle à mes bureaux, et on a discuté de comment faire pour développer ce tourisme humain dont vous parlez pas uniquement le Sénégal, entre l'Afrique subsaharienne et le Maroc. Parce qu'on parlait d'un pays qui avait signé une convention avec le Maroc pour 300 000 touristes. Moi, je lui avais dit que rien que le Sénégal, aujourd'hui, pour le tourisme religieux, fait plus de quasiment 400 000 touristes. Tu vois, parce que nous avons 3 vols par jour, dont les 14 sont exploités. Les 13 plutôt sont exploités aujourd'hui par la RAM, et les 7 autres sont exploités par Air Sénégal. Et là, aujourd'hui, il y a un énorme, je dirais, mouvement entre le Sénégal et le Maroc pour tout ce qui est tourisme humain. Donc, la question, c'était de comment faire pour canaliser cela, comment faire pour construire autour de ce tourisme. Ce n'est pas uniquement venir visiter des lieux et partir. Et là, pour corriger aussi un tout petit peu, ce n'est pas que lorsqu'on ne fait pas la visite à Fès, le pèlerinage n'est pas bon. Non, c'est vraiment loin de cela. La Mecque, c'est la Mecque, hein, c'est descendu, c'est dans le Coran, ça, ce n'est pas on ne va pas mettre ça avec quoi. C'est-à-dire, il y a des adeptes maintenant de la Tijaniya qui peuvent aller faire le Zohar, c'est juste un Zohar que nous faisons
hein, et chez Cheikh Ahmed Tijani à Fès, mais ça n'a vraiment, je pense que si ça ne, je ne sais pas comment le dire, hein, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ouais, c'est distinct, quoi, c'est des choses distinctes. Ouais, donc, c'était comment faire pour capitaliser sur cela. Aujourd'hui, je prends l'exemple du Nigeria. Nigeria, il y a juste une ville qui est Kano. Kano a 10 millions d'habitants. 10 millions d'habitants et tout le monde veut venir à Fès. Tous les 10 millions veulent venir à Fès. Aujourd'hui, on a capitalisé, on a fait vraiment beaucoup de communication sur un pays qui a signé pour 300 000 touristes. Mais ces 10 millions de Kano ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un problème de visa. On a essayé de voir comment faire maintenant pour régler ce problème de visa. Et comment faire pour qu'on puisse développer une ligne aérienne entre Fès et Kano. Et comment faire pour développer une c'est-à-dire aux différentes capitales émettrices de touristes religieux. Vous voyez, aujourd'hui, le Maroc a voté pour l'Open Sky. Ça évolue. Je pense qu'Agadir ils vont commencer, il y a Ryanair qui va commencer aussi à faire Agadir. Le prix du billet est environ à 250 €. Vous voyez, là où aujourd'hui, le Sénégal, pour y aller, on paie 700 € le billet d'avion. Vous voyez, pour le Nigeria, on est presque à quasiment 1400 € de billet d'avion. Comment peut-on développer un tourisme comme ça, avec ces coûts? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il ne faudrait pas que deux seules compagnies, c'est-à-dire desservent ces destinations. Il faudrait qu'on ouvre les airs, il faudrait que cette concurrence puisse s'installer de façon saine afin que nous puissions avoir aussi le choix de prendre la compagnie qui nous a géré. Oui, et c'est comme ça qu'on pourra démultiplier aujourd'hui ce qui peut se faire comme tourisme. Mais je vous assure que le tourisme, si nous parvenons à bien l'encadrer, on parle aujourd'hui de 13 millions de touristes, mais c'est un chiffre qui peut être multiplié par 2, par 3. Je vous assure. Et c'est du travail, c'est beaucoup de travail derrière. C'est développer des capacités hôtelières, c'est développer les capacités d'accueil, c'est développer beaucoup de choses. Oui, et c'est là qu'on pourra vraiment travailler bien sur cela. Et on est dessus. Et comme je vous l'ai dit, rien qu'avant-hier, encore, j'étais avec le président du CRT de Casablanca pour les recommandations par rapport à cela. Merci beaucoup. C'était juste par rapport à l'aspect qui a été soulevé tout à l'heure par M. Diop, c'est l'aspect religieux. Donc là, je pense qu'il a largement répondu sur la question. Et peut-être la seule chose, en fait, il y a beaucoup plus l'aspect commercial, parce qu'il faudrait comprendre que l'Aram était en concurrence vers la destination de la Mecque. Donc, pour avoir plus de pèlerins, donc ils facilitaient le scale à Fès. Donc, ils en profitaient pour faire leurs ziyaras et continuer. Donc, et merci pour les recommandations également. J'ai compris, c'est un académicien. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie, chers frères africains. Vous êtes bienvenus sur Agadir. Nous remercions la présidente et la vice-présidente aussi pour cet assemblement qui est très important. Et vous nous avez parlé de la femme africaine. Et son rôle sur le point agricole. Et dans le pays, la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et on est très doués pour savoir ça. Mais vous savez bien que le Maroc ouvre toujours ses grandes portes devant le monde entier, et surtout sur le continent Afrique, parce qu'on fait partie de ce continent-là. Vous n'avez pas l'intention de faire venir les coopératives de crédit féminine ou bien hommes qui se basent dans l'agriculture ou bien l'artisanal. On voit, machallah, le Sénégal, il est riche sur le côté artisanal ce qui concerne les vêtements.
bon, les vêtements occidentaux, les vêtements sénégalais, des femmes ou des hommes, et des bijoux, de l'or et extra, et des produits cosmétiques, de faire venir ici dans des grands exposés au Maroc, ou surtout à Agadir. Agadir, c'est une ville qui est riche du niveau touristique et aussi agriculture et artisanale. On a besoin de voir des femmes et hommes ici africains dans des exposés. Et vous savez bien que le Maroc il se passe toujours sur le pont de Rabih et Janoub. On est bien fiers de cette rencontre et d'échanger des idées. On aimerait bien vous voir ici, créer des entreprises pour créer les échanges entre le Maroc et les pays frères africains, surtout Sénégal et la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. À la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est toujours par respect à la salle. Salam alaikum. Juste pour dire à nos amis africains que la région, la Chambre de l'agriculture organise annuellement un salon de l'agriculture où l'occasion est donnée aux C'est un mot. coopératives. Le micro, s'il vous plaît, on ne vous entend pas trop. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, c'est une occasion qui est donnée aux coopératives, essentiellement féminines, pour vendre leurs produits. Généralement, c'est des produits de terroir. Ouais. Vous avez le miel, le safran, comme a dit Monsieur le ministre, la rose, les PAM, les plantes aromatiques et médicinales, tout ça. Toutes ces filières-là, c'est vrai, tout à l'heure il a évoqué un plan, le plan Maroc Vert, qui a été initié à partir de 2007-2008, une dizaine d'années, et qui a permis à ces filières d'être pleinement valorisées. La valorisation de toutes ces filières. Ça a été fait grâce à cette stratégie-là, le PMV, le plan Maroc Vert, qui s'est achevé. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, il y a la continuité par la stratégie Green Generation, le Gil Akhdar. Mais toujours en tenant compte de cette problématique de l'eau et du stress hydrique que nous connaissons. Quand est-ce que nous l'avons découvert? Et là, j'aimerais que vous profitiez de notre expérience. C'était pas plus tard que 2 décades. 2003, quand la région, sous Sadra, a été, à cette époque-là, présidée par l'actuel chef de gouvernement, M. Aziz Akhnouch. Il a pris les destinées de la région en 2002-2003, si ma mémoire est bonne. Et la toute première chose qu'il a faite, c'est qu'il voulait une visibilité, une vision pour la région. Donc, il a pris un bon bureau d'études, McKinsey, pour lui élaborer cette stratégie-là. Et c'est à ce moment-là que nous avons découvert les effets néfastes des changements climatiques.
c'est en faisant le diagnostic territorial. Nous l'avons parcouru et nous l'avons vraiment diagnostiqué en peigne fin. On a relevé les points forts et les points faibles du territoire. Qu'est-ce qu'on a découvert? Le territoire disposait de 2 biosphères intéressantes, l'Arganeraie et la Palmeraie. L'Argan au Nakhil. Eh bien, nous avons découvert que les 2 tiers, une perte sèche de 2 tiers de ce patrimoine-là, des 2 biosphères. Fort heureusement, on est chanceux que les 2 tiers, cette perte sèche a été faite au niveau densité et non pas au niveau superficie. Je m'explique. C'est-à-dire à l'hectare, par exemple, où il y a 300 arbres, on n'en trouve que 100. 2 tiers sont disparus. Mais la superficie reste telle qu'elle. Il n'y a pas cette avancée farouche de l'urbanisation. Il y a ça. Eh bien, nous en avons pris conscience et nous nous sommes tous mis d'accord à l'époque de sortir avec une solution. Une solution pour cette problématique de l'eau. Parce que les effets des changements climatiques sont là, et comme j'ai dit tout à l'heure, la toute première ressource naturelle qui est menacée par ces effets des changements climatiques est bel et bien la ressource hydrique, l'eau. Donc il faut trouver une solution. Nous sommes tous rassemblés, je me rappelle un week-end, un samedi, on est venu sans cravate, sans protocole, rien. Et tous les acteurs économiques, sociaux, se sont mis d'accord pour une solution, pour un contrat qui va nous lier tous, et c'était le contrat NAP. Je ne sais pas si vous avez entendu de cette solution magnifique. Interdire l'agriculture expansive, balancer, switcher sur la solution goutte à goutte et non pas le gravitaire, et ainsi de suite. Un certain nombre de mesures qu'on a adoptées, qu'on a pour ne pas et pour éviter, c'était au niveau d'une province, on a évité de justesse l'intrusion marine. Les gens pompaient à chaque année. Ils font de l'approfondissement. Donc la nappe a été sauvegardée et l'intrusion marine, fort heureusement, n'a pas été faite. Donc il va falloir toujours prendre compte de cette dimension-là et l'intégrer dans tout plan de développement. Faute de temps, on vous remercie infiniment, Monsieur Amour. Je crois qu'on va arriver à la fin de notre journée et nous remercions tout le monde pour la présence. Nous remercions... Une dernière, parce que je crois que même l'assistance est fatiguée. Merci madame. Je me présente, Dermoumi Abdelila, je suis expert consultant dans le domaine agricole et particulièrement dans l'accompagnement et l'assistance des investisseurs au sein de notre cabinet Agri-Invest Development depuis 10 ans. Vous savez que les investisseurs, ce n'est pas ça qui manque. Les investisseurs marocains, ils sont prêts à aller dans les 5 coins du monde. Vous savez ça et vous avez une idée sur les investisseurs marocains. Donc, vous venez d'exposer et vous avez dit qu'il y a un potentiel de terrain énorme, il y a une disponibilité d'eau, il y a aussi un marché potentiel. Mais vous savez que le Maroc a développé son agriculture et à travers le plan Maroc Vert depuis 2010 jusqu'à 2020. Et actuellement,
de 2020 à 2030 à travers la Green Generation. Il a développé une grande expérience que nous avons et nous jugeons, c'est une expérience exportable. On peut aujourd'hui vous exporter notre expérience, et ça, c'est pas moi qui a dit ça, mais c'est Monsieur Aziz Akhnouch, lorsqu'il était à la tête du ministère de l'Agriculture, qui disait ça. Donc c'est une expérience qu'on est prêt à exporter. Ma question est la suivante. Qu'en est-il en ce qui concerne les infrastructures de base et de l'arsenal juridique? Si je parle que des mesures, par exemple, en relation avec les traitements phytosanitaires, c'est un problème épineux à travers le monde, au niveau du Sénégal et du Côte d'Ivoire. Et merci. Ok, merci. La Côte d'Ivoire qui prend la parole. Lorsque vous parlez de l'aspect juridique, si je me trompe, il serait intéressant que vous puissiez m'interpeller. Je veux vous parler, je crois que vous êtes en train de parler du code des investissements. Oui, le climat des affaires. Ils ont produit pour exporter, alors ils se sont heurtés à un problème au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un arsenal juridique qui organise l'utilisation des produits phytosanitaires. Pardon. Ok, je vous ai compris. Je vais être direct avec vous. Merci. Ok. Vous connaissez bien l'OCP? Oui. J'ai fait exprès pour vous poser la question. Parce que l'OCP, ce n'est pas une structure ivoirienne. L'OCP est une structure, une grosse structure d'ailleurs, marocaine. Est-ce que vous savez qu'elle est en Côte d'Ivoire? Oui. Sa base, c'est quel produit l'OCP vend? Non, des produits phytosanitaires. L'OCP, elle est sur les engrais. Les engrais? Oui, l'OCP, elle est sur les engrais. Oui, elle n'est pas sur les pesticides. Oui, bien sûr, mais déjà, je vous donne un exemple. L'OCP. Parce que la Côte d'Ivoire aussi, quand je prends le cas de M. Agoussi qui parle de produits bio, l'engrais, ce n'est pas du bio. L'engrais chimique, ce n'est pas du bio. L'engrais chimique, ce n'est pas du bio. Mais pourtant, la Côte d'Ivoire accepte ça. Ça veut dire que déjà, au niveau de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Vous voyez, il n'y a aucun problème. Vous venez, vous savez, chaque zone a ses normes au niveau des frontières. Ici, nous avons l'ONSA, qui se base sur des normes marocaines ou sur régionales pour faire entrer ou refuser que des produits entrent sur son territoire. En Côte d'Ivoire, vous venez, comme la législation ivoirienne n'interdit pas que vous fassiez vos productions. Maintenant, si vous voulez prendre votre production en Europe, la Côte d'Ivoire n'est pas l'Europe. Nous, en Côte d'Ivoire, on ne vous interdit pas. Vous voyez, la Côte d'Ivoire n'interdit pas. Vous partez, vous produisez, vous faites votre business. Si ça doit marcher en Côte d'Ivoire, ça marche. Vous prospérez, vous faites retour des fonds dans votre pays, on n'a aucun problème dessus. Si vous voulez être une entreprise internationale, quitter les frontières de la Côte d'Ivoire ne maîtrise pas ça. Vous voyez? Ça, c'est un. Deux, au niveau du climat des affaires, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons 3 zones. Nous avons la zone Abidjan et alentour, la zone A, la zone de la capitale politique Yamoussoukro alentour, et la zone C, le nord. À chaque fois que vous avancez, plus vous allez derrière, plus le code des investissements, les avantages deviennent plus intéressants. La Côte d'Ivoire, il y a des free zones. Free zones.
Je parle de Vitib, au niveau des Grands Bassams, où vous partez vous implanter durant 10 ans, 15 ans, vous êtes exempté de plusieurs taxes. On parle des taxes zéro, en fonction du produit que vous vendez. Vous voyez, de partir à Yamoussoukro, c'est 15 ans, 20 ans, en fonction des zones. C'est une manière de parler des avantages de l'incitation, le climat des affaires. Vous voyez, si vous avez un problème, je préfère ici acclamer mon pays. Pourquoi? Aujourd'hui, vous rentrez en Côte d'Ivoire, en 48 heures, vous avez vos entreprises. La Côte d'Ivoire s'en fout que vous soyez marocain, vous soyez américain, vous soyez égyptien, vous soyez. La Côte d'Ivoire, nous voulons attirer des IDE. Donc celui qui vient, moi je crois que c'est même que le Maroc. Si tu viens, que tu ne vas pas faire des choses qui vont m'impacter négativement, tu travailles chez moi. Parce qu'en travaillant, tu vas embaucher mes enfants. Tu vas créer de l'emploi. Et il y a une bonne ressource. Dieu merci, la coopération avec l'AMC, les Ivoiriens viennent se former en Côte d'Ivoire, ici au Maroc, sans oublier que nous avons des écoles aussi, des polytechniques, mais qui viennent se former, nous avons une bonne main-d'œuvre. Moi, je crois que, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, sur l'exemple que vous avez donné, il n'y a aucun problème en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun problème. Et je mets ça en majuscule. Merci. Bon, ce que je voulais ajouter, monsieur, par rapport à cela, c'est que vous êtes consultant et je pense que vous savez que pour chaque pays, zone d'exportation, pour chaque pays d'exportation, il y a des normes à respecter. Donc, ce n'est pas juste une question de logistique, ce n'est pas juste une question de terrain, une question de, comment il s'appelle encore, d'accompagnement de l'État, mais après, ce qui ressort de ces terrains et c'est comment ces accompagnements de l'État vont être utilisés, ça doit être fonctionnel, vous, avec votre programme de travail là-dessus. C'est-à-dire, comment est-ce que, quelles sont les normes qui doivent être obligatoirement respectées pour qu'un produit, même fait au Sénégal, puisse rentrer au Maroc. On a vu que beaucoup de personnes, ils ont produit au Sénégal, ils ont voulu venir au Maroc, mais l'ONSA a bloqué des conteneurs ici. Pourquoi? Parce que ça n'a pas répondu aux normes de production. Ces normes, maintenant, c'est vous qui les imposez. Et c'est vous qui devez les imposer et c'est vous qui devez faire les contrôles de qualité par rapport à cela avant que ça ne soit exporté. Parce que là, ce dont vous dites, à moins que vous ne sous-traitez une chose, vous rachetez d'autres entités sur place pour que ces personnes-là envoient chez vous. C'est différent que si vous implantez. C'est différent. Racheter de ces pays et vous implantez vous pour produire pour le Maroc, c'est deux choses différentes. Maintenant, si c'est vous qui vous implantez pour produire pour le Maroc, forcément, vous allez requérir de l'ONSA d'abord les normes, les exigences pour que les produits rentrent au Maroc et vous les respectez. Et lorsque vous avez vos bulletins de contrôle, ça va passer. Ça, c'est quelque chose qui vous releverait à vous, exploitants, à mon avis. Excusez-moi, je ne vais pas rentrer dans des discussions bilatérales et le temps ne me permet pas de parler un peu de la politique agricole marocaine. Vous savez que nous, notre expérience au Maroc, c'est-à-dire que nous avons des terrains, nous avons aménagé des périmètres avec des infrastructures, les canalisations d'eau, etc., etc. Et pour les produits, c'est-à-dire pour le contrôle, il faut qu'il y ait un contrôle avant de faire sortir la marchandise. Je ne vais pas ramener la marchandise jusqu'aux frontières marocaines et la bloquer. Il faut qu'il y ait un contrôle a priori au niveau du pays de production. Et ça, j'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer dans le cadre de jumelage. Et j'ai déjà parlé avec le président de la région Souss-Messa pour faire des visites dans le cadre de commission pour parler de tout ça. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, c'était très pertinent. Vous pouvez, nous avons une pause café avec networking. Vous pouvez continuer votre discussion avec Monsieur Abdoulaye sur la pause café. Merci beaucoup à l'assistance. Merci beaucoup pour vos questions pertinentes. Merci, Monsieur Nyang. Merci, Monsieur Abdoulaye. Merci, Monsieur Yves
Yavo. On arrive à la fin de la journée, on est vraiment tous fatigués. Merci à tout le monde.